Ça sera mon associé du coup Paul, directeur performance chez Kodak, qui va venir vous expliquer un petit peu combien il faut investir en ad, et je vous en dirai un petit peu plus juste après. Je vais juste vous commencer par vous raconter un petit peu l'histoire derrière le Kodak Tour, parce qu'à la base il n'était pas censé venir à Paris. Donc l'idée c'était de se dire qu'on a quand même 72% de l'équipe nous chez Kodak qui est aujourd'hui en région, et donc on a organisé en fait des petits événements, tout petits comités dans les 6 villes qui étaient les plus représentées. On n'avait pas du tout prévu de faire ça à Paris, parce que le but justement c'était de l'offrir aux autres. Et au fur et à mesure des événements, on a reçu de plus en plus de messages, de plus en plus insistants avec les dates qui passaient, de c'est quand l'événement à Paris, etc. Et ça commençait à devenir un petit peu agressif. Donc sous la pression, avec le peu de courage qui nous caractérise, nous en avons organisé un pour vous à Paris. On a décidé de le faire 2 fois plus gros et on a gardé le meilleur pour la fin. Donc vous avez la 7e itération du coup de la présentation. À chaque fois on rajoute des choses selon les retours des gens. Donc vous avez la meilleure, avec le meilleur présentateur en plus, Paul, qui a du coup bien révisé ce qu'il allait vous raconter, mais il était déjà chaud dès la première version. Donc, le sujet du jour, c'est combien investir en ads. Alors c'est un truc qu'on aime bien faire chez Kodak, c'est de prendre des sujets qui peuvent sembler un peu cons sur le papier, parce que tout le monde pense qu'ils ont un peu une réponse à cette question, et essayer de dire les trucs les plus intéressants possibles. Moi j'arrive pas toujours, Paul il arrive bien, et donc aujourd'hui il va essayer de vous apprendre des choses sur ce sujet, et je te laisse la parole, ça va durer 45 minutes, à la fin il y aura un peu de temps pour des questions. Alors je crois que les technologies Flowmodia sont hyper développées, il y a un bloc, et d'ailleurs merci beaucoup à Flo Imo de nous recevoir ce soir dans les locaux. Ils nous permettent de recevoir autant de personnes là-dessus, parce que sinon ça coûte rapidement beaucoup d'argent d'avoir un lieu avec une telle capacité. Donc merci beaucoup. On peut les applaudir s'il vous plaît. Voilà. Paul, à toi de jouer. Allez, je commence. Déjà, je le répète quand même, mais un grand merci à tous d'être venus. Ça nous fait super plaisir de vous avoir. On va essayer de faire en sorte que vous partiez d'ici avec des bonnes idées en tête et de la connaissance en plus. Donc, comme l'a dit Théo, on va partir sur une question qui est très très simple, qui s'appelle « Combien investir en ads ?» Et ça, c'est une question qui, au premier abord, peut sembler effectivement très anodine, mais qui est en fait extrêmement déterminante dans l'expérience que vous avez de la publicité. Pourquoi c'est déterminant ? Parce qu'il va y avoir plusieurs cas de figure. Par exemple, un annonceur, donc une entreprise tout simplement, qui va commencer à faire de la pub, qui commence et qui met, disons, un tout petit budget, et qui va être très rentable et va dire « c'est génial pour moi, la pub ça marche super bien ». Et inversement, on va avoir des annonceurs qui vont commencer direct avec un super gros budget, et là ça va complètement flopper, et ils vont se dire « bon en fait les pubs c'est nul, c'est pas pour moi, ça marche pas ». C'est pour ça que c'est hyper important de bien doser, de savoir exactement combien on doit investir en pub. Nous, quand on parle avec des annonceurs, que ce soit avec nos clients, avec nos clients un peu moins, mais en tout cas avec des prospects avec qui on discute, il y a des questions assez basiques qui se posent et qui sont importantes. Par exemple, combien je dois mettre en retargeting ? C'est une question qui est récurrente. Combien il faut mettre sur telle ou telle campagne, tel ou tel type d'objectif, telle ou telle plateforme ? Conseiller de mettre combien sur Facebook ? Voilà, tout ça, c'est des questions qui sont classiques. Et généralement, les réponses à ces questions sont pas forcément hyper rationnelles. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de recettes, des réponses qui sont préfaites, qui sont préfabriquées et qui sont pas du tout custom, qui sont pas du tout adaptées à la situation précise de tel ou tel annonceur. Je vous donne un exemple. Une référence que vous entendrez très souvent, c'est « mets 80% de ton budget en acquise et 20% en retargeting ». Il y a des cas où on peut dire pourquoi pas, mais si, imaginons, vous commencez avec un business qui est relativement nouveau, vous avez peu de fréquentation sur votre site web, ça n'a pas de sens de mettre 20% de tout l'argent que vous avez à dispo sur du retargeting, parce qu'en fait vous avez quasiment personne à retargeter. Et puis aussi c'est dépendant de votre budget. Bref, on va rentrer dans le détail après, mais ça, c'est pas une bonne solution. Il y a aussi la version plateforme publicitaire où ils vous disent vous devez faire 50 conversions par semaine par ensemble de publicités ou par groupe d'ad. Ça, généralement, dans les faits, ça représente beaucoup d'argent et c'est pas du tout viable, c'est pas du tout un truc que vous pouvez faire, vous n'avez pas cet argent-là. On peut pas se permettre d'investir autant d'argent avant de conclure si oui ou non ça marche. Et après, il y a encore d'autres recettes qui existent. Si tu veux vérifier que tel canal il fonctionne ou il fonctionne pas, tu mets 5 € par jour et tu verras bien si ça marche ou pas. Sauf qu'en fait, il y a énormément de biais. C'est pas du tout une bonne approche à avoir. Donc aussi, notre but en faisant cette conf et en choisissant ce sujet-là, c'est de tordre le cou à ces recettes que on juge comme étant un peu... c'est un petit peu comme externaliser sa réflexion. On dit, bon, je vais pas réfléchir, je vais appliquer des recettes bêtes et méchantes. Et ça, on pense que c'est une erreur. Et surtout, en fait, la raison la plus importante, c'est un petit peu ce que je vous disais au début, pourquoi on vous parle de ce sujet-là, c'est qu'il y a un dilemme qui est constamment présent quand on fait de la publicité digitale, c'est le dilemme du volume versus la rentabilité. Bon, jusque-là, le graphique, il est assez clair. Plus vous investissez, en fait, plus vous investissez. Jusque-là, c'est clair. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez investir de l'argent, de manière générale, plus vous allez investir, donc plus vos pubs vont être diffusées sur sur Meta par exemple, plus vous allez avoir des
ventes qui vont être générées. C'est logique. Plus on vous voit, plus on entend parler d'autres entreprises, plus dans tous les gens qui vous voient, il y a un nombre important qui décide d'acheter chez vous. Et sauf qu'en fait, voilà, vous voyez bien que les courbes, elles n'ont pas vraiment la même forme. C'est-à-dire que au début, la courbe des ventes, elle va monter assez vite, pour beaucoup de raisons. Et en fait, ce qui est surtout important à comprendre, c'est que cette courbe, elle va finir par plafonner vers ce qu'on appelle en maths une asymptote. Donc c'est un peu une limite, quoi. Elle ne pourra pas aller au-dessus de ça. Et donc ça, si on fait le ratio entre ce que vous dépensez et le chiffre d'affaires que vous générez, donc la courbe de votre ROI, généralement, ça va ressembler à peu près à ça. Bon, c'est pas parfaitement exact, mais dans la tendance, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'au début, vous allez commencer super ROI, c'est top. Sauf qu'au bout d'un moment, quand vous arrivez à ce point-là, bah là, en fait, que vous investissiez ça ou ça, vous faites à peu près autant de ventes. Ce qui veut dire que si vous faites le rapport entre votre investissement et vos résultats, en fait, il va faire que se dégrader. Parce que le résultat, il bouge pas, l'investissement, il augmente, puis bah, c'est une fraction, ça diminue. Donc c'est ça aussi qu'on a aussi envie de vous aider à traiter quand vous rencontrez ce sujet-là, et si vous faites de la pub, vous allez le rencontrer tôt ou tard. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous choisissez combien vous devez investir en pub, il y a que deux choses qui sont vraiment importantes. Et elles sont importantes dans un ordre précis. Le premier, c'est votre degré de notoriété actuel. Si personne vous connaît, vous n'allez pas investir de la même manière que si toute la France vous connaît. C'est deux choses différentes. Donc d'abord, ça c'est le truc que vous devez identifier, c'est votre degré de notoriété actuel. Et ensuite, l'autre élément qui intervient dans un second temps, c'est les ressources que vous avez à disposition. Votre budget, tout simplement. Et ça, je l'ai nommé l'argent que l'entreprise peut se permettre de perdre, parce qu'il y a quand même, évidemment, ça ne veut pas dire que c'est de l'argent qui va être perdu, mais il faut bien prendre en compte que on investit, on va se montrer, et on n'est pas certain du résultat. Et nous, ce qu'on veut vraiment éviter, c'est les entreprises qui investissent en pub et qui jouent leur vie en fait sur cet investissement-là. Et ça, il faut pas que ce soit le cas. C'est pas du tout sain, et c'est rarement ces entreprises-là qui fleurissent. Il faut vraiment avoir cette idée de j'ai une enveloppe, je vais la tester et on va voir ce que ça donne. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail de pourquoi est-ce que je vous dis ça. Là, j'ai commencé direct par la conclusion, mais je vais essayer de vous expliquer, que ce soit clair pour vous, de pourquoi on arrive à cette conclusion-là. En fait, de base, une entreprise, c'est simple, elle a un produit, elle va utiliser une partie de ses ressources, de son argent, pour se montrer. Donc, elle va essayer d'être visible pour conquérir son marché. Au début, quand une entreprise commence, elle a un degré de notoriété qui est donné. Il peut être élevé, il peut être bas. Et voilà. Et la notoriété, c'est juste le fait que vous soyez connu avec une connotation positive. Donc j'en arrive au point que je voulais vous dire, c'est que vous allez vouloir conquérir un marché. Et c'est très important de raisonner en termes de marché. Vous faites de la pub, je sais pas, vous vendez par exemple des compléments alimentaires, vous allez cibler la France parce que votre but, c'est de conquérir, à votre échelle, le marché français. Donc ça, on commence, là c'est une petite représentation graphique de votre marché. Donc c'est toutes les personnes qui pourraient potentiellement un jour devenir votre client. Dans ce marché, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a les personnes qui ignorent votre existence, qui ne savent pas qui vous êtes exactement, même pas du tout. Après, il y a d'autres personnes qui vous connaissent, donc ils ont déjà entendu parler de vous, ils ont déjà lu votre nom, ils savent que vous existez, mais sans plus. Et ensuite, il y a les personnes qui savent ce que vous faites et qui se disent peut-être que je pourrais acheter chez lui, ou peut-être pas, mais en tout cas, ils réfléchissent. Ils se disent c'est une potentialité, c'est quelque chose que j'envisage. Et ensuite, il y a les gens qui ont réfléchi, qui ont bien réfléchi, et qui se sont dit, bah ouais, je vais acheter, et ça, c'est les clients. Donc voilà, vous pouvez un peu stratifier votre marché, c'est une représentation schématique, bien sûr, mais globalement, ça ressemble un petit peu à ça, votre marché. Et les cercles, ils vont avoir des tailles différentes selon votre entreprise. Là, par exemple, si on prend trois exemples différents, si vous prenez, par exemple, Coca-Cola ici, bah, vous allez avoir énormément de personnes sur le marché mondial qui sont déjà clients chez Coca-Cola. Bon, ça, je pense que vous me contredirez pas. Si on part plutôt du cercle extérieur, en fait, il y a extrêmement peu de personnes qui ignorent Coca-Cola, qui savent pas ce que c'est. Il y a quelques personnes qui connaissent la marque, mais qui envisagent pas du tout d'acheter. Ça va être toutes les personnes qui vont, par exemple, qui sont anti-Coca, qui disent, bah, de toute façon, Coca, c'est de la merde, j'en prends pas, etc. Là, vous allez avoir des gens qui envisagent d'acheter du Coca, mais qui n'en achètent pas. Ça peut être par exemple ça peut être, je sais pas, vous imaginez, vous êtes adolescents, vos parents veulent pas que vous buviez du Coca, vous avez vraiment envie d'en goûter parce que ça a l'air super bon, mais vous en avez pas encore goûté. Puis après, il y a toute la masse de clients, tous les gens qui ont déjà bu du Coca. Si on prend une entreprise comme Asphalt, qui est une DNVB, donc une entreprise e-commerce qui vend des vêtements en ligne et qui est née online, bah vous avez une taille qui est, bon là c'est encore une fois c'est schématique, mais vous avez une taille qui est un petit peu plus équilibrée. Il y a les gens qui se disent bah en fait Asphalt, j'ai jamais entendu parler de cette marque. Les gens qui se disent bah
ouais, Asphalt, je connais, c'est bien ce qu'ils font, mais moi, ça me concerne pas, c'est pas mon style, ça me va pas. Vous avez les gens qui se disent, ouais, c'est vraiment stylé, j'aime bien leur univers et tout, mais c'est cher, j'hésite à acheter. Puis tous les gens qui ont déjà acheté. Et puis, si vous venez de lancer votre boîte, en fait, le cercle, il va plus ressembler à ça, parce qu'en fait, au début, quand vous commencez, personne vous connaît et c'est parfaitement normal. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'objectif du marketing, il est très simple, c'est d'étendre les cercles. C'est ça, en fait, le but quand vous faites du marketing, c'est juste d'étendre les cercles. Vous allez pouvoir jouer à différents niveaux, mais toute action marketing, au final, elle a toujours d'une manière ou d'une autre un objectif d'élargir ces cercles-là, pour ressembler le plus possible à un Coca-Cola, par exemple. Donc voilà, je vous dis qu'il y a plusieurs types d'actions possibles, je vais vous expliquer celles qu'il y a. Vous pouvez déjà essayer de faire que les gens qui ne savent pas qui vous êtes deviennent des gens qui vous connaissent. Ça, ce type d'action-là, généralement, on appelle ça des campagnes d'awareness ou de notoriété. Donc là, c'est tout simple, c'est simplement le fait que les gens ne vous connaissaient pas, mais maintenant ils vous connaissent. Ensuite, vous pouvez faire en sorte que les gens qui connaissent votre marque réfléchissent, envisagent d'acheter chez vous, qui considèrent l'idée d'acheter chez vous. Ça, c'est ce qu'on appelle les campagnes de considération. Et ensuite, vous pouvez vous dire, bah voilà, il y a des gens qui sont en train de réfléchir à acheter chez moi, j'ai envie que ça devienne mes clients. Et ça, c'est les campagnes de conversion. Voilà, ça, c'est 3 types de campagnes que vous pouvez faire pour élargir vos cercles. Et il y a un 4e type qu'il faut pas oublier du tout, c'est le fait de vendre à nouveau à vos clients existants. C'est très important. Je vous fais pas l'affront de vous rappeler la statistique qui dit que c'est 7 ou 8 fois moins cher de vendre à un client qui a déjà acheté chez vous plutôt qu'à un client qui n'a jamais acheté chez vous. Donc c'est très important aussi de faire le maximum qui est possible pour faire en sorte de vendre à vos clients existants. Ça passe beaucoup par tout ce qui est le nurturing, tout ce qui est les campagnes d'email. C'est super important pour ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le CRM. Donc Customer Relationship Management. Donc le fait de gérer la relation avec le client pour lui dire « je suis là, j'existe, j'ai des produits, j'ai des nouveautés, n'oublie pas de racheter mes produits ». Donc voilà, vous avez ces 4 types d'actions marketing que vous pouvez faire. Awareness, donc le fait que les gens découvrent votre marque. Considération, le fait qu'ils envisagent d'acheter chez vous. Conversion, le fait qu'ils passent à l'achat. Et CRM, reciblage, enfin je les mets un peu dans le même sac. C'est vraiment la partie basse du funnel. Enfin vraiment les gens qui ils ont déjà chaud, ils sont à 2 doigts d'acheter chez vous. C'est le petit truc en plus qui va faire qu'ils passent à l'action. Du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que ces différentes actions marketing, généralement, elles vont pas avoir le même niveau de rentabilité. C'est-à-dire que quand vous faites du reciblage, donc quelqu'un qui est déjà à 2 doigts d'acheter chez vous, en fait, ça va être très simple. Vous allez mettre quelques euros, vous allez montrer un joli contenu. Très vite, la personne va se dire « allez, j'y vais ». Donc en fait, ça va être rapide. Vous allez mettre quelques euros, vous allez avoir pas mal de conversions. Donc en termes de rentabilité, ça va être intéressant. C'est pour ça que voilà votre CPA, donc votre coût par achat. Bon, je rappelle, donc c'est l'ensemble de votre investissement marketing divisé par le nombre d'achats que votre investissement a généré. Vous avez intérêt à ce qu'il soit le plus bas possible. Donc sur ces actions-là, elles se rangent dans cet ordre-là. Le reciblage et le CRM est généralement le plus rentable. Vient ensuite l'acquisition, puis la considération, puis la notoriété ou l'awareness. Donc si vous voyez ça, vous vous dites pourquoi est-ce qu'on va s'emmerder à faire autre chose que du reciblage, c'est le truc le plus rentable, autant faire que ça. Sauf qu'en fait, si on ajoute un axe X en dessous qui prend en compte en fait le nombre de personnes que vous pouvez atteindre, là c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, sur le reciblage, c'est super, c'est rentable, mais vous pouvez atteindre que très peu de gens. Vous êtes toujours capé. Si vous reciblez les visiteurs de votre site web, il y a un montant fini de visiteurs de votre site web, vous pouvez pas recibler plus que ces gens-là. Vient ensuite l'acquisition, vous pouvez cibler un petit peu plus large. L'acquisition, c'est des gens qui réfléchissent déjà à acheter chez nous. C'est un petit peu plus large. Puis la considération, puis la notoriété. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours un jeu d'équilibriste entre le fait d'être rentable, on a envie d'être rentable, mais en même temps, on est toujours dans une optique de conquérir un marché, on veut faire de la croissance, et ça va forcément passer par le fait d'être visible auprès d'un nombre plus important de personnes. Et là, je vous ai mis une petite map non exhaustive des différents leviers que vous pouvez utiliser pour chacun de ces objectifs-là. Voilà, pour que vous compreniez un petit peu que généralement aussi, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est quand vous allez faire vos investissements, vous allez le faire de manière... vous allez choisir aussi votre plateforme en fonction de vos objectifs et là où vous savez que vous avez envie d'investir beaucoup. Bref, on enchaîne. Pour vous expliquer un petit peu ce dilemme de rentabilité et volume et comment on le traite, on va commencer par l'étape la plus basse et la plus intéressante, entre guillemets, puisque c'est la plus rentable, celle du reciblage. On va zoomer un petit peu sur cette partie-là et comprendre comment ça fonctionne. Imaginez, voilà, vous avez votre site web et vous dites combien je dois mettre d'argent pour recibler mes visiteurs, les visiteurs de mon site web. Vous avez par exemple 10 000 visiteurs par mois sur votre site et vous vous dites ces visiteurs-là, j'ai envie de les recibler. Ça veut dire que vous dites quelqu'un il passe sur mon site, faut qu'il voit ma pub, faut qu'il continue à penser à moi une fois qu'il est plus sur mon site. Très bien.
Si on se dit que sur Meta, en France, généralement, en retargeting, on va avoir un CPM, donc un coût pour 1000 impressions. Donc c'est le coût pour que Meta affiche 1000 fois votre publicité. Généralement, nous, c'est ce qu'on observe en tout cas chez Kudak, on voit que généralement ça tourne à peu près autour des 10 euros. Donc vous vous dites, j'ai 10 000 visiteurs qui viennent sur mon site chaque mois, ça va me coûter 10 euros de montrer 1000 fois la pub. Donc en fait, vous, en tant que marketeur, votre seule variable d'ajustement, c'est combien d'impressions je fais sur ces 10 000 visiteurs. Et on peut prendre plusieurs exemples. Vous pouvez vous dire, je vais mettre 1000 euros par mois pour recibler ces 10 000 visiteurs. On fait la division vite fait, 1000 euros divisé par 10, ça vous fait 100 milliers d'impressions que vous allez faire. Donc vous allez afficher 100 000 fois une pub pour 10 000 visiteurs, ça fait que sur un mois, sur 30 jours, un visiteur va voir en moyenne, c'est schématique, en moyenne, il va voir à peu près 10 fois votre publicité. Et après, là, c'est à vous de juger si vous trouvez que c'est exagéré, c'est pas exagéré. Vous allez le juger par votre bon sens, mais vous allez aussi le juger par les résultats. Si vous vous rendez compte qu'après, quand vous investissez 4 000 euros, donc là, ça vous fait... Encore, ça, c'est pas exact, je vais vous expliquer pourquoi après, mais... Imaginons, vous investissez 4 000 euros, ça vous fait 400 000 impressions, ça fait une répétition sur le mois de 40. En moyenne, quelqu'un va voir 40 fois dans le mois. Vous allez voir, est-ce que votre coût par résultat, il est vraiment meilleur ou pas? Et s'il l'est, top, c'est-à-dire que vous aviez de la place pour investir plus. S'il l'est pas, et qu'en plus même vous faites le calcul, vous vous dites, au bout d'un moment, le mec il est reciblé, il en peut plus. Vous dites, ok, je vais peut-être pas investir autant que ça. En fait, vous allez trouver c'est comme ça que vous allez ajuster, vous allez calibrer, vous allez vous dire, en fait, ça sert à rien de dépenser plus que tant sur mon retargeting. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre en tout cas, c'est que derrière la question de combien j'investis, il y a des mathématiques très simples qui peuvent vous permettre d'éviter de faire des décisions qui sont parfois complètement aberrantes. Parfois, on voit des clients qui investissent des montants faramineux sur des audiences qui sont minuscules, et ça fait que vous avez beaucoup d'indicateurs qui partent en cacahuète, notamment le CPM, parce que ça c'est un truc que je vous disais, ça c'est pas forcément exact. Quand vous mettez 1000 euros, vous avez 100 000 impressions, 4 000 euros, 400 000 impressions, ça c'est pas exact. Pourquoi? Parce que là j'ai dit que le CPM était à 10 euros, mais ce qu'il faut savoir c'est que il faut bien prendre en compte le mécanisme des enchères quand vous faites de la pub. C'est-à-dire que là, je prends mon téléphone, je vais sortir mon téléphone, je vais ouvrir Instagram. Donc là, Instagram, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ok, il ouvre Instagram, c'est une opportunité pour moi d'afficher une pub. Mais sauf que moi, je suis pas toute la journée sur Instagram. Et c'est pareil pour tous les utilisateurs. Il y a un nombre fini de moments dans la journée où Meta, pour un utilisateur donné, va pouvoir afficher les pubs. C'est-à-dire que là, si on dit répétition de 40, on veut une répétition de 40, ça veut dire que, imaginons dans le mois, il y a 100 fois où Insta peut me montrer une pub. Moi, je demande à Meta, je veux que sur les 100 fois, il y en ait 40 où ce soit ma pub qui sorte. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, il voit pas les autres pubs, etc., etc. Potentiellement, ça va embêter aussi l'utilisateur final de voir tout le temps la même pub. Donc, et Meta, son objectif, c'est de faire en sorte que ses utilisateurs voient toujours les contenus qui leur plaît le plus. Donc, si vous demandez ça à Meta, il va dire, ok, tu veux être très visible et tout sur ces gens-là, tu veux occuper quasiment la totalité des inventaires que j'ai pour telle personne, pour tes visiteurs. D'accord, mais ça va te coûter plus cher. Donc en fait, votre CPM, il est plus à 10 euros, il est à 14 euros ou à 16 euros. Et donc en fait, avec ces 4000 euros, vous faites plus 400 000 impressions, mais vous en faites peut-être 200, 250 000. Donc en fait, vous prenez un peu la double peine. C'est-à-dire que vous sursaturez votre audience, l'impression à l'unité, elle vous coûte beaucoup plus cher. Donc en fait, au bout d'un moment, très rapidement, ce calcul, il est plus bénéfique. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Voilà, là en fait, ce que je vous expliquais, c'est que, imaginons que vous allez investir plus, vous allez faire plus d'impressions en retargeting. Plus vous allez investir, plus vos ventes, elles vont suivre la courbe que je vous montrais tout à l'heure. Ça, c'est votre courbe de vente. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que vous montrez vos publicités à votre audience de retargeting. Vu que les gens que vous retargetez, ils sont que 10 000, même si vous avez un super taux de conversion, vous convertissez 10% de ces gens-là, vous allez jamais, il y aura un plafond. Vous allez jamais convertir 50% des 10 000 visiteurs. Ça n'arrive pas. Donc, à un moment, vous aurez atteint le max. Vous pourrez montrer autant de fois la pub que vous voudrez en retargeting. Ça sera bloqué. Dans le même temps, votre coût publicitaire, il va faire ça. Parce que je vous ai dit que le coût pour 1000 impressions, plus vous investissez, plus vous voulez être présent sur votre audience de retargeting, plus il monte. Donc, vous avez vos coûts qui montent comme ça, vos conversions vos ventes qui se tassent. Et donc, en fait, la différence entre les deux, c'est votre niveau de marge. Plus vous allez faire d'impressions en retargeting, plus, en fait, votre marge, elle va se comprimer jusqu'à ce qu'il reste plus rien, en fait.
Et donc votre ROI, il a à peu près cette tête-là. Donc il y a un moment où il faut s'arrêter de dépenser en retargeting parce que vous avez mis le max que vous pouviez pour en fait maximiser votre ROI. Et donc ce montant maximal, grosso modo, il se situe en gros entre là et là. Et donc ça c'est votre zone d'investissement optimale. Et après ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que selon l'entreprise pour laquelle vous diffusez les publicités, selon ses objectifs, vous n'allez pas mettre le point optimal au même endroit. Imaginons que l'objectif de l'entreprise, c'est vraiment de faire de la croissance fort, de maximiser le nombre de ventes. Et donc c'est le chiffre d'affaires le plus important. Vous avez quand même intérêt à être plus proche de ce point-là, même si votre ROI il est moins bon, parce qu'au final, là, votre niveau de vente, votre volume de vente, il sera plus élevé que si vous vous arrêtez là. Donc là, vous aurez un meilleur ROI si vous vous arrêtez plus tôt, mais vous aurez un volume de vente plus bas. Donc il y a des entreprises qui vont vraiment privilégier la croissance. C'est le cas beaucoup des startups en général qui ont levé des fonds, où là il faut vraiment montrer des signes positifs aux investisseurs. Donc c'est croissance. On s'en fiche si on dégrade un petit peu le ROI. Le but c'est de faire le plus de volume. Et inversement, il y a des entreprises qui sont beaucoup plus regardantes sur leur investissement, qui ont envie de maximiser le ROI, quitte à faire moins de volume. Donc c'est pour ça que combien il faut investir, il n'y a pas de recette magique ou quoi. Il faut aussi prendre en compte la situation particulière de l'annonceur. Voilà. C'est ça, en fait, une grosse partie du travail. Ce que je vous disais, c'est qu'une grosse partie du travail du média buyer, du marketeur, c'est un travail de recherche d'optimum. Il faut qu'il sache quelle est à peu près la taille de la cible qu'il vise. C'est pas la même chose s'il y a 10 000 visiteurs, ou 150 000, ou 300. Il y a un processus de calibrage aussi, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des mois, vous allez dire, OK, là, j'investis tant, ça me donne tel CPA, et je cible à peu près, j'ai telle répétition sur mon audience. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas trop? Vous allez faire ça 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Au bout d'un moment, vous voyez à peu près quels sont vos niveaux optimaux. Donc, vous allez faire un processus de calibrage. Et ce qui est très important aussi, c'est de prendre en compte les objectifs de l'entreprise, croissance, rentabilité. On n'a pas tous les mêmes priorités. Et ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, on a fait un petit peu j'espère que là, vous avez compris un petit peu pourquoi, au bout d'un moment, c'est plus pertinent d'augmenter votre investissement sur la partie retargeting, donc sur les gens qui vous connaissent déjà. Maintenant, on remonte d'un cran. Je vous avais montré dans mon tableau précédent, il y avait reciblage, puis conversion, considération, notoriété. Là, on est sur la partie conversion. Et il y a une erreur qui est très souvent faite et qui, je sais, coûte énormément d'argent aux annonceurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Généralement, ce qu'on se dit, c'est mes audiences de retargeting, c'est les gens qui sont déjà passés sur mon site web, les gens qui ont interagi avec mon entreprise. Et ça, c'est très juste, c'est vrai. Et l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est de penser que les audiences d'acquisition, c'est le reste du monde. En fait, c'est toutes les personnes qui ne sont pas venues sur mon site. Et ça, malheureusement, c'est faux. C'est complètement faux. C'est pas ça une audience d'acquisition. Quand vous faites une campagne de conversion, ce qui se passe, c'est que vous avez beau ne rien mettre dans le ciblage que vous demandez à Meta, il y a quand même un ciblage qui est fait. Parce qu'en fait, les audiences d'acquisition, quand vous êtes dans une campagne de conversion, c'est toutes les personnes que les algorithmes publicitaires jugent susceptibles de convertir. Et ça, c'est pas la même chose. C'est pas le reste du monde. C'est le reste du monde qui, d'après les algorithmes publicitaires, a une chance d'interagir. Ce qui fait qu'en fait, c'est beaucoup moins de gens que ce que vous pourriez penser. Si vous ciblez la France et qu'on se dit qu'il y a, 40 millions d'utilisateurs sur Meta, vous allez jamais faire 40 millions ou même 30 ou même 20 millions de reach, de personnes uniques touchées avec une campagne de conversion. Parce qu'il n'y a pas autant de personnes que l'algorithme va juger susceptibles de convertir. Et cette donnée-là, elle est basée sur ceux qui ont déjà converti dans le passé. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un système de tracking qui est au point, qui vous permet qui vous permet de dire, ok, telle personne a acheté chez moi, telle personne a acheté chez moi, telle personne a acheté chez moi. Comme ça, Meta va se dire, ok, je vois que je vois tes clients, ils ressemblent à peu près à ça. Donc ça va l'aider aussi à dire, machin c'est un client potentiel, machin c'est pas un client potentiel. Enfin, c'est du profiling, quoi, tout simplement. Donc voilà, ça c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette audience-là, selon que vous pensez que c'est tout le reste du monde, ou alors que c'est tout le reste du monde qui est susceptible d'acheter, en fait, vous comprenez que c'est pas du tout la même taille d'audience. Et ouais, voilà, c'est ce que je disais. Ce qui est important, c'est que c'est les gens qui sont susceptibles en se basant sur ceux qui ont déjà converti. Donc plus vous allez nourrir les algorithmes publicitaires avec de la donnée de qualité, plus vous avez de chances qu'ils arrivent à bien comprendre qui est votre client.
Et voilà, en fait, pourquoi je vous dis que c'est une erreur qui coûte beaucoup d'argent de mélanger les deux, parce qu'en fait, cette audience de conversion, elle est beaucoup plus petite que ce qu'on pense souvent. Et ce qui se passe, c'est le même mécanisme qu'on voit là, enfin qu'on a vu sur le retargeting, c'est que en fait, voilà, au bout d'un moment, sur cette audience qui est limitée, le nombre de ventes que vous allez faire en fonction de votre investissement, il va être capé. Votre coût publicitaire, il va augmenter, et puis votre marge, plus vous investissez, elle va se réduire. Donc voilà, c'est la même mécanique que sur le retargeting, mais à une échelle qui est plus grande. Et donc, ce qui compte, c'est de se dire à un moment, ok, j'ai atteint à peu près le max de ce que je pouvais sur les campagnes de conversion. Et ça, c'est un constat que beaucoup d'annonceurs ont du mal à faire, parce qu'ils se disent, j'investis plus, mais le nombre de ventes n'augmente pas. Souvent, c'est lié à ça. C'est pas la seule raison, mais souvent, c'est lié à ça. Et un truc qui est aussi très important à comprendre, c'est que il y a une confusion aussi qui est parfois faite entre acquisition et retargeting. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que le retargeting, c'est juste recibler, enfin c'est du CRM entre guillemets, c'est recibler des gens qui sont déjà venus sur le site. Même il y a des annonceurs qui disent je regarde pas le retargeting parce que je considère que c'est des conversions qui sont déjà gagnées d'avance. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en fait quand on fait du retargeting, certes on vise nos clients, mais on vise aussi les gens qui réfléchissent à acheter chez nous et qui sont pas encore sur le site. Enfin, qui sont passés sur le site ou pas, mais qui n'ont pas encore acheté en tout cas. Et l'acquisition, on va cibler les gens qui réfléchissent à devenir clients chez nous. Et le problème, en fait, de beaucoup d'annonceurs, ce que je vous disais avant, c'est que eux, ils cherchent du ROI, ils veulent du retour sur investissement, forcément, et donc, ils s'intéressent qu'aux campagnes de reciblage ou de conversion. Ce qui fait qu'en fait, il y a toute une partie de leur marché cible qui ne reste pas du tout. Et en fait, voilà, ces annonceurs-là, ils sont enfermés sur une portion qui est limitée de leur marché. Et c'est ça qui fait que, en fait, on travaille sur une zone petite, une zone restreinte du marché, on investit toujours plus d'argent, c'est difficile de sortir plus de ventes de cet ensemble de personnes-là. Donc, une fois qu'on se dit ça, on se dit, ok, si on veut sortir de cette zone très centrale du cercle, il faudrait aller chercher plus loin, aller chercher les cercles extérieurs. Et c'est là qu'interviennent les campagnes de considération, où là, le but, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui connaît à peu près votre marque, il réfléchisse à devenir votre client. Et là, la question, c'est, ok, j'investis combien en campagne de considération? Et la réponse que nous on donne, c'est, il faut investir autant que vous pouvez, tant que ça vous amène des nouveaux clients. Parce qu'en fait, la cible, là, généralement, elle est beaucoup plus vaste que sur les campagnes plus en bas de funnel, plus proches de ceux qui ont déjà acheté. Donc, vous pouvez potentiellement, vous avez de la place pour investir beaucoup d'argent. Le seul problème de ça, c'est que, contrairement aux campagnes de conversion, vous allez beaucoup moins facilement pouvoir mesurer un ROI directement dessus. Et donc en fait, vous, ce que vous voulez d'abord, c'est ce qui est rentable, donc tout ce qui est reciblage, acquisition, vous avez envie de le pousser au maximum, parce que c'est ça qui est le plus rentable pour vous. Donc il faut d'abord que vous ayez atteint votre optimum sur la partie conversion, et après, seulement après, vous activez la partie considération, où là, votre but, c'est d'aller chercher toutes ces personnes en plus. Mais comme je vous disais, le problème sur la partie considération, c'est qu'on se dit très souvent, c'est de l'argent perdu, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Je vais pas mettre de l'argent en pub juste pour que des gens se mettent à regarder des vidéos sur YouTube, sur Facebook ou je ne sais où. Et donc en fait, la considération, quand on regarde juste les conversions qui sont traquées par votre système de tracking, oui, ça marche pas, ça donne pas de ROI. Ce qui est en fait normal parce que vous demandez, quand vous faites des campagnes de considération, vous allez chercher à faire en sorte que des personnes voient vos contenus, qui laissent leur mail, et ça, par définition, ça donne pas, ça vous fait pas rentrer de l'argent directement dans la poche. Donc voilà, c'est juste la mauvaise manière d'évaluer ce type de campagne-là. Donc je dis que ça ne fonctionne pas quand on regarde juste les conversions traquées. Nous, la vision qu'on défend beaucoup chez Kudak, c'est le fait d'être capable de prendre une distance avec ce système de tracking. Il est intéressant, mais il faut pas se limiter à lui pour mesurer la rentabilité des investissements. Pourquoi je vous dis ça? Alors, imaginez que ça, là, ce carré bizarre, là, ça c'est votre entreprise ou c'est votre site e-commerce. Vous avez des clients qui sont satisfaits, qui parlent de votre produit autour de vous. Vous avez aussi vous faites du contenu organique sur les réseaux sociaux, peut-être de la télé, j'en sais rien. Et donc vous avez des clients qui viennent chez vous de manière régulière sur votre site web. Donc vous vous dites c'est génial, vous êtes très content, mais vous aimeriez avoir plus de clients. Donc vous vous dites, ok, je vais faire de la pub sur les réseaux sociaux, sur Google, pour avoir plus de clients. Donc vous dites, voilà, Meta, Google Ads, génial, ça va m'apporter plus de clients.
Là, vous vous connectez sur la plateforme de Meta. Vous voyez que dans cet exemple-là, vous avez investi 60 €. Meta vous dit que vous avez chopé 2 clients en plus. Ça vous fait un coût par achat de 30 €. Bon, bah, très bien, vous êtes content. Google, il vous donne 2 nouveaux clients. Vous avez investi 40 €. Votre CPA, c'est 20 €. Ok, top. Sauf qu'en fait, dans la réalité, ce qui s'est passé, souvent, ça va plus ressembler à ça. C'est-à-dire que les clients qui sont en gris, en fait, ils n'existent pas. Les 2 clients dont Meta vous parlait, bah, en fait, c'est des clients qui allaient déjà venir, quoi qu'il arrive, qu'ils voient une pub ou pas. Et puis, bah, pour Google, il y en a un, il avait déjà prévu de venir, et puis l'autre, oui, effectivement, il vous a trouvé en cliquant sur une pub de Google. Ce qui fait qu'en fait, vous avez mis 60 €, les 60 € que vous avez mis sur Meta, bah, vous les avez toujours mis, mais votre coût par achat, bah, il n'existe même pas, puisqu'il n'y a pas d'achat qui ont été générés par Meta. Sur Google, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez seulement un seul achat sur les 2 qui a été généré en plus par Google. C'est pour ça que ce que vous devez retenir de cette slide-là, c'est que les coûts par achat que vous allez voir dans les plateformes, c'est un indicateur parmi d'autres, mais ça ne doit pas du tout être votre seule manière de mesurer ce que vous apportent les plateformes publicitaires. Et nous, ce qu'on essaie de pousser énormément nos clients à mettre en place, c'est le fait de demander au client comment il nous connaît. Et ça, c'est un truc qui est important à prendre en compte aussi, c'est que cette vision-là que je vous ai montrée là, déjà, elle fait complètement fi de ce qui se passe dans la réalité. Ça vous dit, Meta, vous faites de la pub, il y a des utilisateurs Meta qui arrivent sur votre site. Google, pareil, des utilisateurs Google qui arrivent sur votre site. Mais en fait, dans la réalité, bah, en fait, votre internaute, il est Meta et Google. Et il est YouTube aussi, et il est TikTok, et il est Instagram. Et c'est pour ça c'est une donnée qui vient de Google. Il y a plus de 50% des parcours d'achat qui se passent sur plus de 5 plateformes publicitaires différentes. C'est pour ça qu'en fait, le raisonnement de se dire, bah voilà, ça c'est mon client Meta, ça c'est mes clients Meta, mes clients Google, etc., c'est assez faux. Mais quand même, il y a quand même un truc qu'on peut faire, c'est que on peut demander à nos clients comment est-ce qu'ils nous connaissent, comment est-ce qu'ils nous ont découvert. Et nous, c'est ça le truc qu'on pousse énormément nos clients à faire. C'est au moment où les clients ont acheté, on leur dit ok, super, merci d'avoir commandé chez nous. Comment vous nous avez connus? D'où est-ce que vous est venue l'idée d'acheter chez nous? Et donc ça nous permet déjà de compter. On peut compter soit tous les gens qui se déclarent comme nous ayant découvert via Meta, via Instagram, via TikTok, via autres. Et ça permet aussi potentiellement, donc ça nous permet d'avoir déjà des gens qui d'eux-mêmes vont déclarer qu'ils nous ont connus sur ces plateformes. Mais aussi, on peut aussi sonder, entre guillemets, l'intégralité de nos clients et dire, ok, bah, je sais que X% de mes clients, ils viennent en fait, ça fait office de sondage. Vous dites, j'ai X% de mes clients qui m'ont trouvé en me cherchant sur Internet, Y% qui m'ont trouvé en cherchant par hasard sur Instagram, etc., etc. Et ce qu'on fait, c'est que nous, ensuite, on rapporte ce nombre de clients-là qui viennent des différents canaux, qui déclarent, en fait, l'endroit d'où ils viennent. On le rapporte ça à l'investissement publicitaire et ça nous permet de calculer le CAC déclaratif, donc le coût d'acquisition client déclaratif basé sur ce qui a été déclaré par le client. Et ça, c'est beaucoup plus parlant que les CPA que vous pouvez avoir qui sont traqués parce que eux, ils sont soumis à énormément de biais. Alors là aussi, on a des biais, mais c'est des biais différents. Au moins, on demande directement, sans interlocuteur, sans intermédiaire, à notre client, et ça, c'est très puissant. Et ce qui va être important, c'est pas forcément la valeur absolue que vous allez avoir en CAC déclaratif, mais c'est leur évolution dans le temps. Vous voulez qu'il y ait une constance dans la proportion de clients qui viennent chez vous de la part de Meta. Et surtout que ça n'augmente pas. Et un truc que vous dites, bah ouais, mais il vient de dire qu'il y avait que la plupart des parcours d'achat, ils concernaient plein de plateformes différentes. Alors oui, et c'est vrai qu'évidemment, il y a les clients vont être exposés à plein de plateformes différentes, enfin des pubs sur plein de plateformes différentes. Mais nous, ce qu'on se dit, c'est que ce qui compte vraiment, c'est l'endroit auquel le client se souvient qu'il nous a vus. C'est l'endroit qui l'a marqué. Parce que c'est-à-dire que c'est là où on a le plus d'impact dans l'esprit de nos clients. Et le gros intérêt du CAC déclaratif, c'est que, ouais, c'est ce que je vous disais, quand vous investissez, commencez par le plus rentable. Vous faites du retargeting, puis quand vous avez atteint un peu le max que vous pouviez faire en retargeting, vous investissez plus en acquisition. Et quand en fait vous êtes à peu près au max sur la partie acquisition, sur la partie conversion,
vous vous dites, ok, bah là, je vois que si j'investis plus, ça va pas me rapporter plus de clients. C'est le bon moment pour activer de la considération, donc vous le faites là, avec ces investissements-là. Et voilà, le truc qui va vous bloquer, c'est que vous vous dites, mais ok, mais j'ai pas envie d'investir à perte. Et le fait de suivre le CAC déclaratif, ça va vous permettre de suivre effectivement s'il y a une augmentation du nombre de personnes qui vous connaissent via les investissements que vous faites sur des campagnes de considération ou pas. Si en fait vous lancez de la considération petit à petit et que vous voyez que quand vous rapportez vos investissements totaux par rapport au nombre de nouveaux clients que ça vous apporte, en fait ça se dégrade, vous investissez plus pour pas un résultat supérieur, bah vous dites ok, peut-être que je fais mal la considération, que ça vaut le coup que je rebrousse chemin. Si par contre vous investissez en considération, donc vous investissez plus d'argent et votre CAC déclaratif il est stable, bah banco, ça veut dire que vous êtes en train d'être plus visible, ça vous génère plus de conversions, et donc il faut continuer dans cette trajectoire-là pour réussir à faire de la croissance. Et c'est ce qui arrive le plus souvent d'ailleurs, quand c'est bien fait. Donc c'est pour ça que le but avec ça, c'est vraiment d'éviter la panique, parce que si vous regardiez, vous avez juste vos investissements qui augmentent, et vous regardez que les résultats des campagnes où on a des conversions traquées, bah là vous allez vous dire ok, ça fait que monter, vous allez très vite couper parce que vous allez paniquer. Donc c'est ça le gros intérêt du CAC déclaratif. Et maintenant, le résultat, quand on fait des campagnes de considération versus quand on est très focus sur la partie conversion, c'est que, en fait, ce qui se passe quand je vous disais qu'il y a des annonceurs qui sont enfermés sur la partie, les cercles du milieu dans le marché, c'est que, en fait, plus vous allez investir, globalement, votre coût pour 1000 impressions, peu importe combien vous investissez, il est à peu près constant. Donc votre nombre d'impressions, il va faire ça, il va être, c'est une droite, quoi, c'est une droite linéaire. Pour votre couverture, donc le nombre de personnes uniques que vous touchez, au bout d'un moment, vu que la taille de l'ensemble est finie, vous pouvez pas toujours faire plus d'impressions. Il y a un moment où le nombre de personnes uniques que vous touchez, il va s'affaisser. Vous toucherez plus de nouvelles personnes. Et ça d'ailleurs, on le remarque, peut-être vous vous demandez comment on le voit. Nous, on suit de plus en plus chez Kudak ce qu'on appelle le CPMU, donc le coût pour 1000 impressions uniques. On regarde pas juste les impressions, on se dit bah tant pis si quelqu'un a vu 100 fois la pub. On regarde le coût pour toucher 1000 personnes uniques. Et ça, parfois, on voit sur certains clients, voire sur beaucoup de prospects, on voit qu'il y en a qui ont une vraie inflation du CPMU. Ils investissent de plus en plus, le coût pour toucher 1000 personnes, il n'arrête pas d'exploser. Et donc, en fait, ils investissent plus pour toucher les mêmes personnes, mais plus souvent. Et c'est pas forcément ça qui va faire plus d'achats. Et donc, forcément, au bout d'un moment, si quand vous investissez plus, vous touchez pas plus de monde, bah, vous faites pas non plus plus d'achats. Donc, encore une fois, le rapport entre vos investissements et vos achats, il se dégrade. Et ça, c'est pour le profil classique, celui qui fait que de la conversion. Et voilà, vous voyez que quand voilà, une courbe, en gros, quand elle est droite, c'est que le coût est stable selon votre investissement. Quand ça s'affaisse comme ça, c'est que en fait, il y a une tendance inflationniste, ça vous coûte de plus en plus cher. Et en fait, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Vous pourrez jamais avoir plus d'ajouts au panier que vous n'avez de visites sur votre site. Vous pourrez jamais avoir plus d'achats que vous avez d'ajouts au panier. De la même manière, vous pourrez jamais si en fait votre nombre de couvertures il augmente pas, vous pouvez pas espérer avoir plus d'achats. Donc vous avez besoin d'augmenter le nombre de personnes que vous touchez au bout d'un moment pour faire plus de ventes. Évidemment, je parle pas du cas où en fait vous avez un site où vous avez un très mauvais taux de conversion, vous avez d'autres choses à améliorer. Voilà, là je parle d'un business qui tourne bien et qui a atteint son maximum à ce niveau-là. Et le but justement quand vous avez des campagnes où il y a de la considération aussi, c'est que quand vous investissiez plus, vous arriviez aussi à toucher plus de personnes, que vous arriviez à redresser cette courbe des couvertures, et donc aussi la courbe des achats. C'est une condition qui est nécessaire, mais pas suffisante. C'est pas parce que vous faites ça qu'automatiquement, vous allez avoir beaucoup plus d'achats. Par contre, si vous le faites pas, vous avez aucune chance de faire plus d'achats. J'essaie d'accélérer un petit peu. Ouais, voilà. Donc ça veut dire que votre coût d'acquisition, il va être stable dans le temps. Un autre point qui est très important aussi, je reviens un petit peu sur une notion du début, c'est le sens du timing, c'est super important. Là, je vous ai pris un exemple d'Anja, qui est une marque qu'on accompagne, qui fait des maillots de bain pour femmes. En fait, il faut bien prendre en compte le fait que les cercles, ils sont pas statiques. Ils peuvent changer de forme au fur et à mesure du temps. Et vous voyez que par exemple en hiver, pour des maillots de bain, évidemment, même si vous avez autant de clients, les gens qui réfléchissent à acheter un maillot de bain en hiver, c'est pas du tout le même. Le cercle est complètement comprimé en hiver et il se dilate en été. Ça, il y a des phénomènes pareils. Ça, c'est un phénomène de saisonnalité, mais ça peut aussi être quelque chose qui est déclenché par la marque en elle-même, que ce soit des opérations, des nouveautés, nouveaux produits, etc. Ça peut aussi faire que d'un coup vous devenez plus intéressant pour des gens qui vous connaissent. Ils disent je savais pas que cette marque elle faisait ça. Et donc ça va faire aussi qu'il y a plus de gens qui vont réfléchir à acheter chez vous.
Et après, il y a aussi des facteurs vraiment externes. Par exemple, je me souviens en février 2022, quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, il y a eu beaucoup il y a tout pour beaucoup de business. Les cercles se sont comprimés. Les gens avaient beaucoup moins envie d'acheter. Forcément, si on se dit qu'il y a potentiellement une guerre, on a envie de garder son argent. Sauf pour une entreprise de panneaux solaires qui, là, a vraiment explosé. Il y a eu beaucoup plus d'achats. Donc, voilà. Ça pour dire que il y a des éléments parfois qui sont extérieurs, qui vont changer la taille des cercles et qui vont impacter votre rentabilité marketing. Et donc, vous aussi, pourquoi c'est important pour vous? Parce que vous devez aussi adapter votre investissement. Si vous êtes à un moment où il y a le cercle jaune il est très large, c'est le moment d'investir beaucoup. Et si au contraire le cercle il se comprime, il faut un peu faire le dos rond et ne pas casser son budget là-dessus. Un autre point qui est très important, on arrive vers la fin, c'est qu'il faut pas oublier que là je vous ai parlé uniquement de la partie investissement, il y a d'autres choses qui sont très importantes. Et j'ai mis une question sur les slides qui est importante, c'est est-ce que vous êtes convaincant? Ça c'est une question que vous devez vous poser en tant qu'entreprise. Est-ce que vous êtes convaincant? Être convaincant, ça passe par beaucoup d'éléments différents. Ça passe par vos créas, en sachant que dans les créas, il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. Dans la créa, vous avez certes une partie qui est très rationnelle. Vous devez expliquer ce que vous faites, ce que vous vendez, c'est important. Mais il y a toute une autre dimension qui est une partie beaucoup plus émotionnelle. Et il faut être capable, pour faire des bonnes créas, il faut être capable de jongler entre les deux, d'être capable d'avoir à la fois la partie rationnelle, on est clair, on exprime, on transmet bien un message, mais en même temps, il faut pas avoir un truc qui est sans âme, qui est hyper transactionnel. Il faut aussi embarquer les gens, donner envie aux gens de devenir votre client, d'avoir un certain lien avec vous. Donc les créas sont très importantes. Le site aussi est très important. Si vous arrivez sur un site web et que ça ressemble à une énorme arnaque, qu'il y a rien qui prouve que c'est validé entre guillemets, il y a pas de clients qui ont donné des avis ou quoi, ça va être un petit peu, on va avoir un doute, on va avoir une réticence à l'achat. Le branding aussi, c'est un autre élément qui est super important. Il y a une phrase anglaise que j'aime beaucoup qui dit que le marketing c'est comme proposer un date à quelqu'un et le branding c'est la raison pour laquelle on dit oui. Donc quand vous faites du marketing, votre but c'est d'être présent, d'être visible, qu'on vous voit partout. Et quand vous faites du branding, quand vous réfléchissez à votre branding, c'est qu'on se dise ok, j'ai envie de partager un lien avec cette entreprise-là. Ça aussi c'est très important. Dernier point, c'est pas exhaustif, mais dernier point qui est très important, c'est votre niveau de validation extérieure. Si personne n'a jamais entendu parler, s'il y a que vous qui dites mon produit est super, mon service est super, il est génial, et qu'il y a aucune référence externe, quelqu'un qui n'a rien à gagner à le dire, qui va dire ah ouais lui il fait du super travail, ses produits sont super, vous êtes beaucoup moins convaincant que si vous dites rien sur vous-même et que vous laissez d'autres personnes vous avez de la validation extérieure qui disent c'est un produit super, j'adore ce produit, vos clients ils ont validé le produit. Ça va vraiment avoir un impact sur le niveau de confiance que quelqu'un qui vous découvre va avoir pour vous. Et pourquoi je pose cette question, est-ce que vous êtes convaincant? Parce que plus vous êtes convaincant, plus vous êtes bon sur ces différents points, c'est pas une liste exhaustive, mais plus vous êtes bon sur ces différents points, moins vous avez besoin de ramer en marketing et investir beaucoup pour déclencher un achat. Ça, c'est très important à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faut aussi que vous ayez en tête le fait que c'est pas juste... tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, déjà. Il y a des boîtes qui sont, de fait, plus convaincantes que d'autres, plus sexy que d'autres, entre guillemets. Et ça, il faut le prendre en compte. Et donc, vous avez bien souvent beaucoup plus intérêt à travailler les points que j'ai mentionnés précédemment plutôt que de chercher à investir plus sur vos campagnes publicitaires. Donc, il vaut mieux avoir un meilleur rendement sur votre investissement qu'un investissement plus grand. Il faut prendre en compte ce paramètre-là, que j'ai pas trop abordé d'ailleurs. Et donc voilà, je pense que ce qui est très important que vous reteniez, c'est que quand vous investissez, vous devez prendre en compte vos différentes caractéristiques. Enfin, vous, si c'est vous qui êtes l'annonceur, ou de votre client, si vous êtes une agence ou quoi, ou en freelance. Quand je dis les caractéristiques, c'est la notoriété de départ, très important. C'est aussi le budget qui est à disposition. Est-ce qu'on a beaucoup de ressources, peu de ressources? Il faut s'adapter. Quelle est la saisonnalité? À quel moment est-ce qu'on va avoir raison d'investir? À quel moment ce serait une erreur? La marge aussi, c'est très important. Si vous avez des marges qui sont toutes petites, en fait, vous allez avoir beaucoup de mal à investir beaucoup parce que vous êtes obligé que que le coût marketing il soit petit sinon vous ne serez jamais rentable.
Enfin, vous êtes obligé de faire en sorte que le coût marketing représente un pourcentage petit de votre prix de vente. Très important aussi, cette idée de remonter progressivement vos types d'actions marketing. Parfois, il y a des annonceurs qui vont avoir un réflexe qui peut sembler logique, mais en fait qui n'est pas pertinent, c'est de se dire, bon, bah, en fait, on me connaît pas, donc il faut que je commence par des campagnes d'awareness. En fait, pas du tout, parce que c'est des campagnes qui vont pas du tout payer sur le court terme, et généralement, une boîte qui commence, elle a pas du tout les poches suffisamment profondes pour investir énormément pendant longtemps, des gros budgets, ça va pas du tout fonctionner. Il vaut mieux se concentrer sur ce qui marche directement, les éléments en bas du funnel. Donc le retargeting, le CRM déjà, le fait de faire des bons flows d'emails, puis ensuite le retargeting, parce que ça va vous rapporter un ROI rapidement. Ça va se dire que vous allez générer des ventes qui vont permettre de financer d'autres efforts marketing par la suite. Quand vous avez atteint votre max sur le retargeting, vous passez à la partie conversion. Vous avez atteint votre max sur la partie conversion, vous passez à la partie considération, etc., etc. Important aussi, surveiller votre rentabilité, quel que soit votre niveau de maturité, surveiller votre rentabilité via le CAC déclaratif. Très important ça. Et de le suivre dans le temps, plus ça fait longtemps que vous le suivez, plus c'est intéressant. Plus la donnée sera intéressante à exploiter quand vous serez plus gros. Et surtout, soyez ouvert d'esprit sur où investir. Ça, je vais essayer de l'illustrer à la toute fin, ce point-là. C'est-à-dire que, je vous disais juste avant, il y a le volume de votre investissement, mais aussi le rendement de votre investissement. Si imaginons que vous dépensez 50 000 euros par mois en pub, disons sur les réseaux sociaux, en fait, vous feriez sans doute mieux de dépenser 45 000 euros en ayant mis 5 000 euros sur des créas qui sont excellentes, plutôt que de dépenser juste ces 50 000 euros avec vos créas de base qui sont pas top. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Maintenant, pour finir, je vais vous donner un exemple concret, pour que ce soit un petit peu plus parlant, concret mais schématique quand même. Imaginons que vous avez un site e-commerce qui vend des brosses à dents, vous avez 50 000 visiteurs mensuels, vous avez 500 000 euros à investir à l'année, et vous êtes très présent en organique. Donc la question c'est, j'ai un volume de ressources à disposition, qu'est-ce que j'en fais? Alors, moi je vous dis, à la louche, comment j'attribuerai ces 500 000 euros? Premier point, c'est le CRM. Donc tout ce qui est mailing, par exemple, je contacterai une agence, un freelance, un spécialiste de Klaviyo par exemple, et je vais lui dire, ok, je veux que tous mes flows soient nickel, tous mes flows d'email. Et quand je dis 50 000, là on se met du point de vue où c'est la fin de l'année, je fais mes comptes, et que vous avez vraiment beaucoup investi dessus, mais voilà, c'est pas direct, je mets un ticket à 50 000, pas du tout. Mais voilà, vous commencez par faire en sorte d'être sûr que sur vos flows d'email, à partir du moment où quelqu'un met le doigt dans l'engrenage, vous allez le recibler, vous allez être présent, quoi qu'il arrive, et vous allez maximiser la probabilité qu'il achète. Ensuite, deuxième point que j'ai dit, les bons contenus, enfin on est sur le monde du digital, super important de faire des bons contenus, donc vous investissez sur le fait, moi j'investirai sur le fait de faire des bons contenus en créa, puis ensuite, comme je vous l'ai dit, on commence par la partie basse du funnel, le truc le plus rentable, donc je fais du retargeting sur Meta. C'est facile, les gens sont déjà chauds pour acheter, j'y vais. Puis ensuite, je vais chercher des gens qui sont intentionnistes, donc des gens qui ont une intention d'achat. Pour ça, je fais du search, donc la recherche Google. Je fais en sorte d'être bien positionné sur la partie recherche Google et sur PMax, qui dans les faits souvent c'est des campagnes de shopping, donc en fait où on voit directement les produits. Bon voilà, ça c'est très pertinent pour des gens qui ont déjà une intention d'achat. C'est relativement facile à convertir, donc ça vaut le coup que j'investisse de l'argent dessus. Vient ensuite toute la partie conversion sur les campagnes d'acquisition dans Meta, enfin l'acquisition sur les campagnes de conversion plutôt dans Meta. Et là je mets un bon budget parce que en fait Google c'est bien, c'est des gens intentionnistes, mais on est forcément capé par le volume de gens qui nous recherchent. Donc là sur Meta, en fait ça peut être des gens qui ne connaissent pas du tout ni d'elle ni d'Adam, ils sont dans le bus, ils sont je sais pas où, ils sont en train de scroller, ils nous découvrent. Donc c'est intéressant, c'est très important aussi d'avoir du méta dans le mix pour que mon produit soit découvrable. J'enchaîne. Je vais aller faire aussi un peu de campagne demand gen. Donc c'est des campagnes qui sont essentiellement, en gros, c'est des campagnes sur YouTube. C'est des campagnes YouTube de Google. Tout simplement dans la même optique. Enfin voilà, sur YouTube il y a 20 millions d'utilisateurs quotidiens en France, 40 millions d'utilisateurs mensuels sur cette plateforme. Donc c'est un peu je pense une erreur de pas mettre un peu d'argent dessus. Je vais faire des campagnes de vues de vidéos aussi sur Meta, ça me permettra de toucher plus de monde que ce que j'ai déjà fait sur mes campagnes de conversion. Et pour terminer,
je sais que mon audience, elle est assez réceptive à ce qui se passe sur Spotify. Alors, je sais qu'ils sont très consommateurs de podcasts. Je vais mettre une petite enveloppe aussi sur Spotify pour aussi être présent sur les personnes qui peuvent être intéressées. Je mets pas des milliers des cents, mais je fais en sorte que, du point de vue de mon client, je sois présent à peu près à tous les niveaux. Et qu'en fait, dès qu'il va, en fait, je lui dresse un chemin, enfin, je lui déroule le tapis rouge pour l'emmener jusqu'à la conversion, tout simplement avec cette répartition du budget. Voilà, ce que vous devez retenir en tout cas, c'est que sur le bas de funnel, sur la partie vraiment retargeting, conversion, le plus dur, c'est de savoir s'arrêter. Parce que vous dites, c'est super, c'est rentable et tout, vous avez envie de continuer, mais il faut s'arrêter. Sinon, vous allez juste dégrader votre rentabilité. Sur la partie plus haut de funnel, le plus dur, c'est de persister parce que quand vous commencez, vous vous dites, ça marche pas, mais pourtant, vous êtes obligé d'y passer. Et ça marche. Voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup pour votre attention. Il y a des choses qui n'étaient pas claires pendant la présentation, ou si vous avez des questions, c'est le bon moment. Ouais, je t'en prie. Et du coup, pour revenir sur ce que tu disais sur les bas de funnel, pour savoir à quel moment s'arrêter, est-ce que tu attends de voir un petit peu un déclin de rentabilité ou il faudrait prévoir un peu le truc en se disant, voilà, à ce moment-là, il faut s'arrêter ou il faut attendre le déclin quand même? Non, tu vas forcément voir un peu de déclin. Là, le but, c'est tu vas pas attendre le drame. Tu vas pas trop dégrader ta rentabilité, mais c'est juste qu'à un moment, tu pousses et tu sens que tu as de la résistance. Okay. Tu dis, j'investis plus, et ton niveau de rentabilité, il baisse, tu sens que ton niveau global de commande, il va augmenter de plus en plus douloureusement. En fait, ta conversion en plus, elle finit par être très 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 chère. Et donc ça, voilà, quand tu sens que tu as de la résistance, que ça fait 1 mois, 2 mois que tu n'arrives pas à progresser sur ce niveau-là, c'est que ça dure quelques semaines, tu peux avoir des steps où t'as un peu de résistance. Après, on parle du long terme, un peu plus long terme, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que tu peux très bien avoir un élément de saisonnalité qui fait que ça c'est pas ton moment et que du coup ça va beaucoup moins performer. Donc faut pas être trop court-termiste, surtout pas regarder la journée, à la semaine. Bon, quand même c'est intéressant, mais voilà. Et au mois par contre c'est plus pertinent comme échelle pour voir où t'en es. Donc ouais. Ok. Merci pour tout. C'était très clair, il y a juste une zone qui reste un peu floue, c'est quand on est sur un nouveau business, il n'y a pas de CRM, il y a rien à faire. Comment tu passes du coup ce côté, tu es obligé de faire de l'awareness? C'est quoi le big business dont tu parles? C'est un peu spécial, ça va être l'accompagnement d'experts comptables sur tout ce qui est CRM, Notion, etc. Donc c'est encore, c'est très vague encore, mais j'ai pas de target, j'ai personne là pour l'instant. Parce que t'as pas encore de clients? Non, c'est ça. Ok. Il n'y a pas de base, il n'y a rien. Alors déjà, un point qui est important, c'est que je pense que pour commencer, quand tu commences un business, il faut pas forcément commencer par la pub, parce que en fait la publicité ça marche bien pour amplifier un phénomène déjà existant, c'est un catalyseur. Par contre, pour créer une demande, je sais même pas exactement expliquer pourquoi, mais en tout cas par ce qu'on a pu observer, surtout au début de Kudak, quand on accompagnait beaucoup de business qui se lançaient, on se rend compte que c'est rarement le truc qui fonctionne le mieux. Le contenu organique, par exemple, est beaucoup plus efficace pour ça. Et après, c'est lié justement, je pense, au fait qu'aujourd'hui, t'as pas forcément de clients. Mais voilà, en fait, c'est vrai que la phase d'amorce, elle est compliquée, mais pour autant, la logique reste la même dans le sens où tu dois te concentrer dans un premier temps sur les personnes qui réfléchissent, qui cherchent une solution. Ils te cherchent pas forcément toi, mais ils cherchent une solution à des problèmes qu'ils rencontrent. Enfin, j'imagine que tu résous un problème que les comptables ont. Et donc, en fait, c'est ces personnes-là qu'il faut que tu cibles. Et moi, si j'étais toi, peut-être que je commencerais par du contenu organique pour justement essayer de trouver ces personnes-là. Et après, c'est du B2B. Le mieux, je pense quand même, c'est aussi de... faut pas être mono-focus sur le digital. Il y a aussi, je pense, beaucoup de choses à faire en physique. Et petit à petit, ça peut se build up, quoi. Mais c'est vrai que pour commencer... c'est vite fait d'être un peu cata, tu vois, de mettre de l'argent en pub et tu dis, oh là, ça marche pas et tout, parce que normal, au début, il faut débroussailler le chemin, donc c'est complexe. Mais par contre, il y a beaucoup de boîtes B2B qui, quand elles ont un certain niveau de maturité, mettent beaucoup d'investissement en pub. Sur des typologies de clients, comme toi, tu as des outils pro, des Penny Lane, par exemple, des choses comme ça. Là, ils investissent vraiment en pub, tu vois, donc c'est pas lié à l'activité, c'est plus lié au stade de développement, je pense. Concernant les campagnes de notoriété, considération, est-ce que tu privilégies de renvoyer des campagnes de type trafic sur le site web ou bien des campagnes qui renvoient sur la page Facebook, le compte Instagram? Alors, nous, les campagnes de trafic,
Au début, on trouvait ça fabuleux parce que ça nous permettait vraiment d'avoir des coûts extrêmement bas. Puis après, on a compris que ça nous apportait vraiment rien. En fait, le truc qu'il faut se dire, c'est que les algorithmes publicitaires, ils sont très malins et très bêtes en même temps. C'est-à-dire que il faut faire attention à ce qu'on leur demande. Si on leur demande du trafic, ils vont nous donner du trafic et rien de plus. Et en fait, ça fait que, pour la faire courte, les campagnes de trafic, généralement, ça nous donne vraiment du trafic poubelle, entre guillemets, qui ne mène à rien. Et donc, nous, généralement, les conversions qu'on va le plus viser, c'est surtout la partie vue de vidéo. Parce qu'on considère que c'est celle qui... Alors après, tu as encore des conversions intermédiaires comme le lead, par exemple. On est déjà presque un peu sur de la conversion. Mais tu vois, quand tu fais une vue de vidéo, enfin, voilà, on sait que les plateformes... Enfin, je pense pas que les plateformes trichent sur les métriques qu'elles te renvoient sur les vues de vidéo. En plus, c'est facile à traquer. Pour eux, en tout cas. Et donc, en fait, quand tu regardes des vues de vidéo, en fait, c'est un signe faible d'intérêt de la part de la personne à qui t'as montré la pub. Et donc, pour nous, ça, c'est pertinent. Et c'est ça, ce type de campagne-là qu'on utilise. On utilise des campagnes de vues de vidéo sur Meta beaucoup, enfin, ce qu'ils appellent Throughplay. Et un petit peu aussi sur YouTube. Mais il faut savoir que d'une plateforme à l'autre, toutes les vues de vidéo ne se valent pas. Par exemple, une vue de vidéo sur YouTube, il me semble que c'est 10 secondes. Sur Meta, c'est, je crois, souvent 3 secondes. Sur TikTok, je crois que c'est 1 seconde. Et surtout, quand t'as un loop sur TikTok, ça fait une vue de vidéo en plus. Donc, tout ne se vaut pas. Mais voilà. Mais en tout cas, vue de vidéo, nous, c'est vraiment l'objectif qu'on utilise le plus en termes de considération. Merci. Est-ce que tu es d'accord avec ceux qui catégorisent les plateformes en fonction de l'âge? Ouais, je pense que c'est un petit peu plus fin que ça quand même. Même sur TikTok, alors même juste sur les créateurs de contenu, t'as même des créateurs de contenu qui sont vachement âgés, tu vois. Donc non, c'est trop simpliste. Alors forcément, il y a des plateformes qui vont avoir des dominantes, qui vont avoir des classes d'âge qui sont plus représentées. Ouais, TikTok, il y a plus de jeunes, Snapchat, il y a quand même plus de jeunes aussi. Mais il faut avoir une vision plus fine que ça, c'est-à-dire que il faut plus que tu te demandes, est-ce que l'utilisateur de Snapchat, par exemple, est-ce que mes clients, globalement, est-ce que c'est des utilisateurs de Snapchat? Si oui, alors je pense que c'est pertinent d'être sur Snapchat, et sinon, non. Mais tu vas se dire juste l'âge, c'est un peu, c'est pas assez fin, en fait, comme distinction. Bonsoir, j'ai une question par rapport à un business qui marche bien en physique et ils ont une base de données de clients. Je me disais, est-ce que c'est judicieux de prendre cette base de données, commencer par une campagne de retargeting et de cette audience créer une audience similaire puis faire une campagne de notoriété? Alors, notoriété, non, parce que c'est trop tôt. Si tu me dis ça, j'imagine qu'il n'y a pas de campagne qui tourne actuellement. Ok, je pense que c'est vraiment beaucoup trop tôt. Et après, le premier point, ouais, complètement. Ils ont un site web ou pas? Oui. Je viens Ok. de faire un site web. Ils vont le faire? Non, je viens de le faire. Ah, ok. En fait, du coup, je pense, alors je sais pas combien de personnes t'as dans ta base de mail, ta base client, mais il faut savoir déjà que il va pas pouvoir tous te les cibler. Il y en a qui va pas réussir à rematcher. Donc à part si t'as une très grosse, enfin tu vois, voilà. Déjà ce qu'il faut se dire, c'est que les campagnes publicitaires, c'est des outils qui fonctionnent bien avec des gros volumes de données. Si t'as même 10 000 personnes dans ta liste d'emails, c'est un peu, c'est pas vraiment fait pour ça les campagnes pub, dans le sens où elles vont avoir du mal à opérer parce qu'elles n'auront pas assez de gens qu'elles pourront cibler, tu vois. Même, tu vois, je te disais l'histoire aussi de ces 10 000 personnes, si ça se trouve, je sais pas moi, ils utilisent pas beaucoup Instagram. Donc en fait, ça fait qu'il y a pas beaucoup d'inventaire disponible où où Insta peut diffuser des pubs. Donc, à mon avis, ce que tu as intérêt à faire, c'est, oui, tu peux mettre en place cette liste-là, tu peux l'uploader dans Meta. Tu peux aussi, si tu as des visiteurs sur le site, dans le même adset, cibler aussi ces visiteurs-là, pour que ça fasse en gros l'ensemble des gens qui ont déjà fréquenté la marque. Et après, ouais, tu peux faire du lookalike ou autre, hein, pas forcément, faut pas... Enfin, tu vois, nous, aujourd'hui, on a quand même, sur, je pense, au moins 60% de nos comptes, on a des campagnes broad, on n'a même pas de ciblage, et ça fonctionne très très bien. Donc, voilà, c'est juste que ce qui va vraisemblablement se passer, c'est qu'au début, si l'algo, il a peu de données déjà dispo, au début, il va galérer, tout simplement. Il va pas savoir à quoi ressemble ton client type. T'auras beau lui donner des listes de mails et tout. Donc, ce qu'il faut, je pense, c'est commencer doucement, faut pas investir beaucoup de sous, et il faut être prêt au fait qu'au début, ça va pas être rentable. J'espère que ça le sera, c'est possible que ça le soit aussi.
mais ça va mettre du temps à ce qu'ils voient le trafic qui arrive. Idéalement, ce qu'il faudrait aussi, c'est que tu arrives à voir d'autres choses que de la pub qui ramènent des ventes et du trafic, du contenu organique par exemple. Et après, petit à petit, ça va s'il y a un vrai product market fit, ce qui est le cas, j'imagine, s'il y a déjà des ventes en physique, et ben, ça va petit à petit, ça va se construire, quoi. Ok, merci. Je t'en prie. Sur un client e-commerce avec un objectif de rentabilité plus que de volume, est-ce que vous utiliseriez beaucoup des enchères manuelles Sur Meta ou sur Google? sur Meta? Pas forcément. Nous, on a des. Enfin, en fait, c'est pas les enchères manuelles, c'est bien ou pas bien. En fait, tu vois, généralement sur les comment dire, enchères manuelles, en fait, ça veut dire que quand tu vas investir de l'argent, généralement, ce qu'on utilise le plus aujourd'hui. En fait, si tu veux, les enchères manuelles, c'est un peu old school, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas dire à Meta, tu as le droit de dépenser de l'argent que si tu penses pouvoir me générer une conversion pour moins de tel prix. Il y a des cas où ça fonctionne. Il y a quelques clients sur lesquels on l'utilise. Mais, je veux dire, tu peux aussi bien faire un enchère automatique en bougeant pas ton enchère, mais en bougeant ton budget. Parce que tu sais que, en fait, grosso modo, un mois où tu investis 3 000 euros, c'est très facile d'être rentable. Un mois où tu investis 5 000, c'est un peu plus compliqué. Un mois où tu investis 10 000, c'est très dur. Donc tu peux très bien, en fait, juste doser avec ton budget. Donc tu peux le faire avec des enchères manuelles, mais c'est pas du tout la seule option. Nous, on a tendance à pas trop les utiliser, sauf dans certains cas. Tu vois, nous, par exemple, moi, j'utilise sur un client que je gère, qui a une très forte saisonnalité. C'est fait dans le mois. Au début de mois, en fait, il y a beaucoup de demandes. Et quand on est passé le 10 ou le 15 du mois, la demande s'effondre. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai mon budget et généralement, il va dépenser tout mon budget. Mais quand on arrive dans la période plus difficile, en fait, il s'arrête de lui-même de tout dépenser. Mais ça pourrait très bien aussi être moi qui lui dis, dépense moins. Et voilà, c'est pas si déterminant que ça. Ok, merci. Je t'en prie. J'ai noté qu'il y avait 4 types de campagnes: retargeting, acquisition, considération et awareness. Nous, on a commencé pour notre agence Webflow par de l'acquisition. Je conseillerais de faire d'abord retargeting, du coup, puis acquisition. Ça dépend. Est-ce que tu as beaucoup de gens à retargeter? Est-ce que c'est significatif? On a 1000 personnes à peu près sur le site par mois. Voilà. Après, c'est du B2B. Ouais, B2B. À ce stade-là, moi, tu vois, par exemple, nous, pour Kodak, on n'a jamais fait de pub. Ok. Parce que l'organique, ça fonctionnait bien pour nous et tout. Et après, il faut voir aussi parce qu'on pense que les clients, ils vont pas forcément choisir leur agence parce qu'ils l'ont vu dans une pub, tu vois. Je pense, surtout sur un business comme celui-là, c'est important de discuter avec les gens et tout. Donc, à mon avis, ce qui serait peut-être plus pertinent à faire avec ce trafic-là, d'essayer de récupérer leur email, puis de les contacter, peut-être de manière individualisée. C'est moins simple à mettre en place que de la pub. Par contre, je pense que ça a plus de chances de montrer des résultats. En fait, c'est juste que je me dis, quelqu'un qui réfléchit à faire un site sur Webflow, est-ce que s'il te voit le lendemain sur Instagram, est-ce que ça va vraiment être décisif pour lui? Tu vois, pour un achat à plaisir, genre, je sais pas, un beau pull, par exemple, ça peut faire cet effet-là. C'est moins évident que ça le fasse sur du développement de site web, je pense. Ok. Lead nurturing, en fait. Ouais. Est-ce que vous pensez que faire du ads, ça peut potentiellement carboniser le reach organique? Non. Ok. Pourquoi tu penses ça? Non, c'était une théorie d'un mec. Ouais, en gros, l'idée, c'est de se dire, ouais, à partir du moment où le gars, il a payé, on lui donne plus de reach organique s'il continue pas de payer. Exactement. Franchement, non, et puis c'est pas, on l'a pas observé. On a des clients qui faisaient des très bons scores en organique, ils ont lancé la pub, ils continuent de faire des bons scores en organique. Je comprends l'idée derrière la théorie, mais je pense que c'est pas vraiment ça le game de Meta, entre guillemets, tu vois, ou d'un autre, tu vois. C'est que, je pense que dans leur roadmap produit, ou dans comment ils développent le produit, ils ont vraiment d'autres chats à fouetter que de faire en sorte parce qu'en fait, ça va concerner les petits annonceurs qui regardent beaucoup le reach organique, alors que eux, là où ils gagnent beaucoup d'argent, c'est quand même sur des très gros budgets, où le reach organique, c'est pas autant un sujet. Alors après, je sais qu'il y a effectivement
des questions de... Il y a un moment où il y a par exemple les influenceurs qui disaient en fait j'arrive plus à reach tous les gens qui sont abonnés qui sont mes abonnés. Et ça c'est aussi lié à d'autres problématiques, des problématiques de rapport entre le nombre de créateurs de contenu et le nombre de consommateurs. C'est pour ça que par exemple c'était très facile, c'est encore très facile de faire beaucoup de reach sur TikTok, parce qu'il y a encore ce déséquilibre-là entre les créateurs de contenu et les consommateurs de contenu. Voilà, donc il est beaucoup plus présent sur TikTok, il est beaucoup plus présent sur Instagram Reels que sur le feed d'Instagram ou l'Explorer Instagram, où là c'est bouché de chez bouché. C'est peut-être plus pour ça, à mon avis, que les reach organiques ils rament, plutôt que parce que Meta essaie de te casser les jambes, quoi. Bah déjà, merci beaucoup. Grâce à toi, j'ai compris que j'avais rien compris en stratégie. Ça fait toujours plaisir. Je suis l'heureux fondateur d'une agence qui gère un budget colossal de 0 € mensuel actuellement. Je commence tout juste à accompagner une marque qui a une très bonne notoriété locale, qui vend beaucoup en physique et sur les marchés. Ok. Mais cependant, donc, elle est très convaincante au niveau de ses avis. Elle a 5 sur 5 avec plusieurs centaines d'avis, très bonne note. Le pixel est déjà en place depuis quelques années, parce qu'il y a un site e-commerce qui tourne, il y a peu de ventes. Est-ce qu'il est nécessaire, selon toi, de quand même passer par du retargeting, sachant qu'il y a très peu de visites mensuelles, quelques centaines, ou est-ce qu'il serait plus intéressant de directement attaquer avec une campagne de conversion, avec un panel un petit peu plus large? J'ai peur que ce soit un peu mettre de l'argent dans le vent, le retargeting. Bah, c'est un petit peu comme avec le sujet de la liste de mails, c'est que, encore une fois, travailler avec des tout petits volumes de données, c'est compliqué, tu vois. Même, en fait, tu regardes, même si t'as, je sais pas, imagine, t'as 2% de taux de conversion sur une liste de 500 mails, enfin, de 500 personnes. Ça fait 10 achats. Ouais, c'est pas beaucoup, enfin, tu vois, c'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose. C'est vraiment, la pub, c'est quand même beaucoup une question de gros volume, au moins de gros volume d'impression, etc. Donc, non, alors oui, en fait, dès que tu vas avoir un peu de trafic sur le site, oui, ce sera pertinent de recibler ces gens-là, mais encore une fois, avec des petits budgets. Et le truc aussi qu'il faut se dire, ce serait plus intéressant qu'il y ait du trafic qui vienne ailleurs que du payant, tu vois. Quand je dis il faut qu'il y ait déjà un product market fit, c'est vrai déjà, il faut que le produit soit vendu, mais idéalement, il faut aussi que le produit soit vendu en digital, tu vois. Parce qu'en fait, même si ton produit, tu le vends beaucoup en physique, bah, pour Meta, qui est que dans le digital, bah, ton site, il n'y a pas de vente. C'est rien, il peut penser qu'il connaît pas tes clients, il peut pas dire tes clients, ils ressemblent à ceci ou à cela. Donc, idéalement, ou alors, il faut essayer de digitaliser les gens à qui on vend en physique. Donc, créer une genre de, je sais pas, tu mets un QR code sur les produits ou j'en sais rien, Ouais, genre. Voilà, en fait, c'est juste que amorcer avec de la pub, c'est toujours un peu, faut toujours un peu ramer et faut plus, je pense, essayer de peut-être plus faire de l'organique pour avoir un peu un seuil critique de trafic qui fait que là, tu peux commencer à, l'algo, il arrive à voir un peu c'est qui tes clients, il a du volume à retargeter, etc., etc. Sachant qu'il y a quand même quelques ventes par mois et que le pixel est en place, lui, depuis des années, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de pubs. C'est un conseil. Mais quand tu dis quelques ventes, c'est... Il va y avoir quelques dizaines de ventes. Par mois? Ouais. Bah, je sais pas, je peux pas te prédire le truc, il faut essayer, mais d'un point de vue théorique, c'est pas idéal. Ok. Mais tu peux essayer, et tu verras, peut-être que ça me donnera tort, j'espère, tu vois, et que ça va fonctionner. Mais tu peux essayer, tu mets un peu d'argent, de toute façon, tu mets pas des milliers et des cents, tu vas bien voir ce que ça donne. De toute façon, c'est pas mon argent, donc c'est pas très grave. mais voilà, en tout cas, tu feras l'expérimentation et tu t'en tireras une conclusion comme ça. Ok. Mais voilà, a priori, c'est pas idéal, mais ça veut pas dire que ça peut pas marcher, mais c'est pas le truc le plus opti. Ok, très bien, merci. Juste pour la répartition de budget, il n'y a pas eu de budget au niveau CRO et landing page, c'est clair Non, c'est un truc important, clairement. Là, je suis parti du principe que t'avais déjà un truc qui fonctionnait, mais après, c'est vrai que après voilà, c'est pas exhaustif, y a pas tout. T'as raison, c'est un point important, la partie CRO. D'autant que le CRO, généralement, c'est un peu mon défaut que j'ai eu là-dessus, c'est qu'on a tendance à considérer c'est bon. Ma page est optimisée pour la vente. On n'a pas forcément une approche dynamique du CRO, alors que c'est l'idéal. Après, ça demande quand même un peu de bande passante mentale, voilà. Après, tu peux bosser avec des partenaires spécialisés. C'est très bien, mais bon, en tout cas,
si ton point c'est de dire que le CRO c'est important, je suis 100% d'accord avec toi. Voilà, vaut mieux mettre encore une fois moins d'argent en pub vers une page qui convertit mieux que plein d'argent vers une page qui convertit pas. Donc t'as raison. Je repose une question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, que les algorithmes se basaient du coup en fait, pour cibler les gens sur déjà les gens qui répondent du coup à tes pubs. Moi j'ai une marque de vêtements où là en fait on fait un rebranding et on va passer sur des produits plus haut de gamme. Est-ce que avec ma petite base de données où j'ai 850 abonnés sur Instagram et genre 350 emails, ça peut impacter mon retargeting? Enfin, genre si je recible des gens, la base que j'ai déjà va impacter que je vais pas forcément toucher les gens que je voudrais, ou non, c'est trop petit comme base de données? Je pense que c'est petit. Ouais, ça n'a aucun impact pour l'instant. C'est vraiment sur Ouais. des plus gros volumes que là, ça Ouais. peut bloquer. Ok. Ouais, je pense. C'est ma question. Merci. Une question là-bas, je crois. Donc, tout à l'heure, on a vu un exemple concret pour une stratégie, brosse à dents, mais c'est sur Meta et c'était quoi d'autre? Bah, Meta, Google, Google, Twitter, YouTube. ça marche? Parce que j'ai des questions en fait sur Twitter où on voit beaucoup d'impressions, trafic, et je sais pas trop comment. Sur quoi, appliquer. pardon? Twitter. Je t'avoue qu'on en fait très très peu Ah. du Twitter. Ok. Après, je sais que ça reste quand même une plateforme sur laquelle il y a pas mal de... Bah, viralité, donc d'impressions. Ouais, c'est ça. Enfin, oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'annonceurs qui sont encore dessus. Mais oui, j'ai pas l'impression que c'est une plateforme qui soit hyper. Enfin, après, je sais pas. Tu fais de la pub pour quoi? MMA. Ok. Et produits- MMA, c'est-à-dire? Des sports de combat. Ok. Des équipements, des sports de combat. Ouais. Ah, des équipements. Donc tu vends des produits. Ouais. Je sais pas. Est-ce que je sais pas. Toi, t'as déjà acheté des équipements de MMA? Bah oui. Et tu les avais. Mais pas via les réseaux du coup. Non, ouais, j'ai en physique. Ok. Ouais. Je sais pas, en fait, la question qui est la plus importante, c'est est-ce que vraiment les gens, ils achètent leur équipement de sport sur la base de ce qu'ils ont vu sur Twitter? Bah, c'est le but. Ouais, mais tu vois, genre, est-ce que le mécanisme, il semble, c'est pas le truc qui me semble le plus straightforward, comme on dit, tu vois, genre le plus évident. Ok. Enfin, voilà, après, c'est une intuition. Tu fais aussi tu diffuses aussi sur d'autres. Non. Ok, Ben, pourquoi t'as choisi Twitter? Parce que je vois que c'est assez viral quand il y a des gros événements, comme des Bercy qui se remplissent en 1 heure. C'est pour ça. Ok. C'est-à-dire que tu te dis qu'il y a beaucoup d'aficionados du MMA Ah oui. sur Twitter. Bah, remplir un Bercy en 1 heure, ouais, c'est pas. Ouais, bien C'est sûr. mieux qu'un concert. De Beyoncé, par exemple. Équivalent. Ouais, bien sûr. Après, il faut aussi prendre en compte la spécificité enfin, c'est un produit, tu vois, c'est un produit publicitaire, Twitter. Ouais. Et le produit, il peut être plus ou moins dédié à la vente d'articles. Par exemple, tu vois, enfin, je pense qu'à peu près tous ces gens-là qui sont j'ai pas des actions dans Google, hein, mais tous ces gens-là qui sont sur Twitter, je pense qu'ils sont aussi sur Google. Ouais. Et probablement que un de leurs premiers réflexes, s'ils ont besoin de s'équiper parce qu'ils vont commencer le MMA ou quoi, c'est qu'ils vont mettre genre Mitaine, Jambière sur Google. Et auquel cas, t'as intérêt à être présent sur du shopping, par exemple. Je pense. Après, ça dépend combien tu mets aussi en budget. Enfin voilà. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il faut aussi que tu te mettes à la place de ton client potentiel. Il peut être présent à un endroit, mais c'est pas forcément l'endroit où il va être réceptif à ce que tu. Enfin, c'est comme, tu vois, je sais pas, genre, imagine moi je vends de l'accompagnement sur des pubs, voilà, des pubs sur les réseaux sociaux. Ouais. Je te fais une caricature, mais si quelqu'un qui est aux toilettes et que même s'il est très intéressé, que je frappe et je dis ouais, j'ai un truc à te vendre, il va dire mec, c'est pas le moment, tu vois, genre c'est pas le moment où je suis réceptif. Et alors que tu vois, si on est en mode le gars il est posé, il réfléchit à sa stratégie, bah c'est le bon moment, tu vois. Donc il y a aussi ce côté-là, tu vois, genre quand t'es sur Twitter, c'est pas parce que t'aimes le MMA que t'es sur Twitter, enfin et que t'es sur Twitter que tu dis vas-y je vais acheter des équipements de MMA. Alors que quand t'es sur Google et que t'es en mode t'as tapé équipement de MMA, et ben en fait c'est que t'as vraiment envie, tu vois. T'es intentionniste. C'est peut-être plus pertinent d'être présent à ce moment-là. Okay. Après c'est une hypothèse, je connais pas le cas détaillé, mais c'est ce que je pense, tu vois. Ouais. Et sinon, ce que tu fais, c'est que quand t'as des gens qui achètent tes équipements, tu leur demandes comment vous m'avez connu. Ouais. Tu verras bien s'il y en a beaucoup qui te disent Twitter. Ça va te donner une idée, ça. Une manière de définir le CAC déclaratif, ça? Ouais, c'est ça. Ok.
Enfin, c'est du marketing de base. Tu vas parler à ses clients et tu lui dis, bah, ok, genre, juste comment tu m'as connu. Et le client il va te dire de lui-même. C'est pas un tracking, c'est le client qui va te le dire. Ouais. Si, en fait, tu te rends compte qu'il y a une portion significative de gens qui te connaissent via Twitter, top, continue. Si t'en as pas un seul qui te dit, ouais, je t'ai connu via Twitter, bah, c'est sûrement que c'est un investissement à perte. Voilà. Merci. Je t'en prie. Dans la continuité de cette question-là, quand vous faites les CAC, les questionnaires vous les faites en fin de parcours d'achat, Ouais, au après moment le où il a paiement. payé. Et vous leur demandez quels sont les modules qu'ils ont est-ce qu'ils se sont sur Google, sur la presse, est-ce que vous êtes incitatif ou est-ce que vous êtes en question ouverte, comment vous m'avez connu, point d'interrogation. Non, c'est un QCM. Ouais. Et généralement, on a un choix, enfin, c'est un choix unique. On dit comment vous nous avez trouvé, il y a un choix. Ils peuvent pas dire Google, TikTok, Meta, etc. On dit comment vous nous avez découvert. D'accord, et répond la presse ou Instagram. Ouais, c'est ça. En fait, nous, enfin, ça c'est un truc, on va le mettre en place avec le client, mais lui, il va pouvoir dire, il sait à peu près les canaux les plus fréquents. On va pas non plus tout mettre, on va pas être exhaustif, mais il sait à peu près où est-ce que son budget marketing il part. Et ça vous affine beaucoup le champ d'investigation. Oui, bah en fait, très souvent, ça nous donne des résultats qui sont différents de ce qu'on peut voir dans les plateformes, notamment sur Google. Sur Google, on a très souvent des coûts par achat qui sont top, qui sont vraiment géniaux. Parce qu'en fait, on va chercher les gens au moment où ils sont très intentionnistes. Et quand on leur dit, OK, comment vous nous avez découvert, on va regarder ceux qui ont dit recherche Internet, parce qu'ils vont pas faire la différence entre payant et organique. Et là, on se rend compte que c'est pas les mêmes volumes. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, ils nous ont découvert sur Meta, ils ont fait une recherche sur Google après, mais après, quand on leur demande comment vous avez découvert, c'était sur Instagram ou sur Facebook ou sur YouTube. Et comment là, vous l'identifiez, ça? On leur demande. En seconde question. Quelqu'un qui vous dit, moi, je vais répondre bêtement sur Instagram, sur digital. Basta. Sauf que le digital. Mais du coup, il faut pas le mettre dans les choix. Si on le met dans les choix du questionnaire, D'accord. nous, après, on pourra pas faire le tri. Donc, il faut on prédéfinisse des réponses qui, derrière, nous permettront de faire les D'accord, calculs. donc vous êtes en segmentation, vous dites la presse, le digital. Dans le digital, c'est Instagram, merci. Oui, après, nous, on a beaucoup de clients qui sont très majoritairement digital au niveau de leur marketing. Donc, on va pas forcément faire plusieurs niveaux où le digital, puis on rentre. On va demander d'emblée recherche Google, Facebook, Instagram. D'accord, donc vous identifiez Google, Facebook, Instagram. Oui. D'accord, ok. Voilà. Ouais. C'est clair? Top. Parfait. Merci beaucoup.